notre tâche, comment construire des stratégies. On a parlé du national, de l'international, du territorial. Là, on se pose vraiment la question, moins du niveau que du contenu. Comment on va s'y prendre? Aurélie, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter les projets que vous pilotez à l'IDRI pour accompagner la transformation des systèmes alimentaires? Et à votre avis, dans quelle mesure ces projets-là dessinent-ils des perspectives stratégiques qui pourraient être adoptées, y compris par d'autres, pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation en France? Bonjour. Oui, je peux essayer de répondre à cette question. Peut-être pour commencer, je peux vous dire donc, comment on définit très rapidement à l'IDRI, donc le think tank dans lequel je travaille, un système alimentaire durable. Vraiment en 2 mots, pour nous ça correspond à un système alimentaire qui propose des modèles économiques qui sont rentables et justes pour les opérateurs des filières agroalimentaires, et ce, dans le respect des limites planétaires. Et je pense que ça, c'est un point qui est important. Les limites planétaires, c'est-à-dire la dimension environnementale de la durabilité, ça ne correspond pas qu'à un seul enjeu environnemental, mais ça correspond à la fois à l'enjeu de l'atténuation du changement climatique, l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, ainsi qu'à d'autres formes d'aléas qui frappent les systèmes alimentaires. Et il y a toute la partie biodiversité, ressources naturelles. Une fois qu'on a posé ces différents enjeux, nous, notre approche à l'IDRI, elle vise à dire que pour construire des stratégies alimentaires durables, on a besoin d'opérer une transition simultanée des différents maillons des systèmes alimentaires, c'est-à-dire une transition simultanée de l'offre, de l'organisation des marchés et de la demande. Autrement dit, essentiellement des exploitations agricoles, des industries agroalimentaires et de la distribution, et puis de la consommation. Opérer une transition simultanée à différents maillons des filières, c'est extrêmement compliqué et ça suppose une très grande coordination politique. Je vais me permettre de développer un instant un exemple, celui du développement des légumineuses. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'il a l'avantage, le développement des légumineuses a l'avantage d'être un levier de transition des systèmes alimentaires consensuels. Il n'y en a pas tant que ça, donc autant prendre celui-ci. Globalement, toutes les parties prenantes, agriculteurs, industries agroalimentaires, décideurs politiques, ONG, sont d'accord pour dire qu'il faut faire plus de légumineuses, et pourtant ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à faire plus de légumineuses, qui sont un des leviers pour un système alimentaire durable. Nous, à l'IDRI, nous avons réalisé une étude pour essayer d'identifier un peu les verrous au développement de cette filière des légumineuses. Et je vais les énumérer. Premièrement, on a besoin de structurer des marchés pour élargir considérablement les débouchés des légumineuses. Deuxièmement, on a un manque crucial de recherche et développement, notamment sur les variétés légumineuses. Donc ça, c'est de l'amont. C'est est-ce qu'on est capable de proposer aux agriculteurs des semences qui sont beaucoup plus performantes pour les légumineuses. On a aussi besoin d'améliorer le conseil aux agriculteurs et les solutions agronomiques pour arriver à réaliser ce qu'on appelle l'itinéraire technique sur les légumineuses, c'est-à-dire tout le cycle de production sur les légumineuses. Troisièmement, on manque aussi d'agroéquipements qui sont spécifiques au développement des légumineuses en grande culture, et notamment en agriculture biologique. Ce pas les mêmes machines qu'il faut pour faire des légumineuses que pour faire par exemple de la céréale, et aujourd'hui, ce ne sont pas des machines qui sont aussi bien pensées que celles pour les céréales. Après, au niveau des industries agroalimentaires, on n'a pas du tout les infrastructures de collecte, de stockage et de transformation pour les légumineuses. Et puis pour terminer, on a tout ce qui est du ressort du besoin d'évolution des pratiques au niveau des consommateurs. D'une part, faire en sorte que le consommateur augmente la part de légumineuses dans ses régimes alimentaires. Donc ça, c'est pour les légumineuses qui sont à destination de la consommation humaine directement. Et on a aussi besoin d'une augmentation du consentement à payer du consommateur sur les produits d'origine animale animaux qui sont nourris avec des légumineuses qui seraient d'origine France, dans mon exemple-là, plutôt que typiquement du soja importé des Amériques. Donc tout ça, cette liste de verrous, c'est juste une manière d'illustrer le fait que pour faire advenir une transition d'un système alimentaire sur un enjeu qui est consensuel, on a tout un tas de verrous à lever aux différents maillons de ce système alimentaire, et que ces verrous à lever supposent un accompagnement politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, organisé, orchestré, mais aussi un accompagnement politique de nature assez différente. On va avoir tantôt besoin d'aide à la recherche, tantôt d'aide à l'investissement, tantôt potentiellement d'une modification de politique commerciale, etc., etc. Et donc,
Pour cela, on a besoin de se mettre d'accord sur le fait que c'est bien cet objectif politique qui est partagé, donc dans mon exemple le développement des légumineuses, et qu'il y a un consensus entre les parties prenantes pour mettre en branle toute la machine politique au service de cet objectif donné. Peut-être le dernier point que je vais me permettre de développer là tout de suite, c'est apporter un éclairage en particulier sur l'évolution de la consommation. Parce que dans mon exemple des légumineuses, j'ai dit il faut augmenter la part des légumineuses dans le régime alimentaire des Français. Et un des points sur lesquels on a pas mal travaillé à l'IDRI, c'est comment sortir d'une approche du consommateur individuel responsable qui serait à lui seul capable ou pas de décider s'il est prêt à nous faire aller vers des stratégies alimentaires durables ou pas. C'est ce qu'on entend parfois. On entend parfois le fait que si le consommateur, il achetait bio, et plein d'agriculteurs iraient vers le bio, et si le consommateur achète pas bio, il ne faut pas développer la bio. C'est une approche qui est un peu réductrice parce que on fait comme si le consommateur n'avait aucune contrainte économique, comme si le consommateur disposait d'une information parfaite et jamais trompeuse, comme si le consommateur n'était jamais biaisé ou orienté par du marketing ou de la publicité, etc. etc. C'est la raison pour laquelle nous, on pense la transition des pratiques alimentaires à l'IDRI au travers du concept d'environnement alimentaire que je me permets d'expliquer rapidement ici. On considère que le consommateur, il est influencé, orienté au travers de 4 rubriques d'environnement alimentaire. La première rubrique, c'est l'environnement économique, ce qui correspond concrètement à ces marges de manœuvre économiques, et ça, en général, c'est assez facile à comprendre. La deuxième catégorie d'environnement alimentaire, c'est l'environnement physique. C'est l'accessibilité physique à un système, à des produits alimentaires durables. Ça peut recouvrir des réalités assez différentes. Par exemple, si vous habitez dans une ville dans laquelle il n'y a pas de poissonnerie, vous n'allez pas acheter de poisson, ou pas de consommer de poisson, mais ça recouvre aussi le fait que, par exemple, quand vous entrez dans votre hypermarché, si ce sur quoi vous tombez en premier, c'est un bac de produits carnés en promotion, vous êtes beaucoup plus enclin à remplir votre panier de ces produits carnés en promotion que d'aller jusqu'au bout du magasin vous procurer des fruits et légumes frais. Troisième catégorie de l'environnement alimentaire, c'est l'environnement socio-culturel. Donc ça va faire référence au marketing, la publicité, ça va faire référence également aux leaders d'opinion, aux influenceurs d'opinion auxquels nous sommes toutes et tous confrontés, et aussi aux narratifs sur ce qui correspond à une alimentation durable et qui est très variable en fonction de nos catégories socio-professionnelles, de nos milieux culturels. Pour terminer, il y a l'environnement dit cognitif qui là va plutôt correspondre à l'information, à la connaissance et aux compétences dont chacun d'entre nous disposons pour pouvoir mettre en œuvre des pratiques alimentaires durables. Donc, par exemple, aujourd'hui quand vous achetez un plat préparé ou un produit transformé, vous n'avez pas accès à l'origine matière première des différents composants de ce produit-là, et donc vous pouvez faire des hypothèses vraies ou fausses sur cette origine. C'est par une action coordonnée de la distribution des industries agroalimentaires et de la puissance publique que nous estimons qu'on peut réorienter, refaçonner les environnements alimentaires de telle sorte à ce que le consommateur citoyen puisse orienter ses pratiques alimentaires dans le sens de la durabilité pour que ce soit le plus facile pour lui. Et donc ça, c'est un point que je voulais développer parce que ça fait partie des déterminants de notre capacité à avoir une stratégie positive en faveur d'une alimentation durable, et on estime, nous, à l'idée qu'il y a souvent un peu des raccourcis ou des visions simplistes qui sont développées sur la manière d'arriver à faire changer les pratiques alimentaires. Béatrice, à travers la chaire UNESCO, de votre point de vue et dans votre expérience, quelles sont les expérimentations qui peuvent être structurantes pour bâtir des modèles alimentaires durables et inclusifs? Donc nous, au niveau de la chaire, on travaille exclusivement sur les modèles de management, donc de gestion. On n'a pas du tout d'économistes chez nous, on n'a que des chercheurs en sciences de gestion, à savoir stratégie, marketing, contrôleur de gestion, finance d'entreprise. Donc on a une approche très pragmatique. Alors par rapport justement à la construction de stratégie pour la durabilité alimentaire, on a un point de départ qui est qu'aujourd'hui, si on pousse des stratégies rentables économiquement,
on n'aura pas de souci pour développer de manière opérationnelle des stratégies au sein des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, notre approche, elle est donc de valoriser ce qu'on appelle la qualité sociale, la qualité environnementale de produits. Et cette qualité sociale et cette qualité environnementale, de la valoriser au sein de la proposition de valeur au niveau du marketing. Aujourd'hui, dans toutes les écoles de commerce, on n'a pas fait évoluer l'enseignement du marketing. Et donc, un produit de qualité sociale ou de qualité environnementale, la plupart de marketeurs ne savent pas l'évaluer. On ne leur parle pas des étapes de cycle de vie, on ne leur parle pas non plus des acteurs pivots dans une chaîne de valeur, puisqu'effectivement, si on veut faire évoluer une chaîne de valeur, il faut déjà détecter les acteurs qui ont le pouvoir de faire changer, dans tous les cas, qui ont la maîtrise sur la filière. Donc il peut y en avoir plusieurs, généralement il y en a un petit nombre. Donc bien connaître ces acteurs, bien connaître ceux qui détiennent justement les clés pour faire évoluer justement la filière. Et justement, quand on parlait de consommateurs tout à l'heure, je pense que c'est important de voir les normes sociales qui nous sont diffusées au travers les médias. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans la consommation alimentaire, c'est vrai quand on dit, bon ben voilà, le consommateur a un pouvoir économique, et donc c'est parfois compliqué de consommer des produits plus responsables parce qu'ils coûtent plus cher. En fait, ils ne coûtent pas forcément si cher que cela. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un ananas, on n'a pas de respect du social, on va peut-être nous le payer à 2,50 €, et à 2,51 €, il y a le respect du social. Donc pour 1 centime de plus, c'est pas énorme, mais le problème, c'est qu'on a du mal à tracer avec nos outils comptables actuels ce centime qu'on met en plus, de le tracer pour que ça arrive jusqu'à l'ouvrier agricole en amont. Donc on a une vraie clé dans les outils comptables. On a aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, la rentabilité économique. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à valoriser un résultat social et environnemental, on n'arrive pas à finalement payer plus cher les acteurs de la chaîne de valeur pour qu'ils respectent mieux l'humain et mieux l'environnement. Donc c'est un vrai enjeu aussi de comprendre le poids et la contrainte de ces outils comptables aujourd'hui. Et que c'est très difficile, effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'agriculteur, c'est très difficile d'investir plus quand on n'arrive pas à avoir une valorisation au niveau comptable du fait que sa qualité sociale ou qualité environnementale est plus importante. Et je passe. François, la Société française de prospective s'intéresse à l'alimentation du futur. Quels sont les scénarios, quels sont les signaux émergents, faibles, que vous identifiez, et comment vous pouvez intégrer dans une stratégie, donc la création d'un avenir souhaitable, les signaux que vous voyez émerger sur l'avenir susceptible d'émerger, y compris en absence de stratégie. Je suis certes trésorier de la Société française de prospective, mais par ailleurs un membre fondateur de la Société française de prospective, et au titre de mon activité professionnelle, prospectiviste et expert en innovation sociale. Je vais partir de très loin tout en gardant en tête votre question. Je vais partir de très loin déjà en soulignant qu'on a les premiers signes d'un enjeu de changement de nos pratiques de consommation, voire dans la relation à la nature, par exemple dans les textes d'Hildegard de Bingen. C'est-à-dire, on est à peu près au XIe siècle, si ma mémoire est bonne. Et, je vais très vite, j'en conviens,
des textes qui, au XVIIIe siècle, un Suédois qui démontre que l'homme, l'activité humaine, a un effet sur la hausse des températures. Il s'en réjouit parce qu'il est suédois et il dit finalement ça va faciliter la vie en Suède. Quant au mouvement des villes en transition, lancé par Bob Hopkins à Tons en Angleterre, ça date de 2005 et ça avait bien pris la question par le biais de l'alimentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle, à juste titre, malheureusement sans savoir toujours de quoi on parle, d'une transition. Le terme de transition, avant d'être utilisé à eu et à dia dans les médias et dans le discours politique, c'est un terme qui a été défini par un sociologue en 1921 et qui s'appelait Piotr Sorokin. Et Piotr Sorokin expliquait qu'on était à l'aube d'un changement civilisationnel et que ça allait bouger dans tous les sens. Il ne se trompait pas trop, puisque quelques mois plus tard, années plus tard, l'arrivée du nazisme et toute une série d'événements que je ne vais pas décrire en détail. Pourquoi je dis ça? Parce que le concept de transition prospective nous renvoie à un changement de civilisation. Un changement de civilisation exactement quand on est passé des sociétés nomades aux sociétés agraires. Parce que quelqu'un, ou peut-être plusieurs, ont eu l'idée géniale d'arrêter d'aller chercher l'eau, mais de faire venir l'eau ou de s'installer près de l'eau. Et à partir de là, se développent des sociétés sédentaires qui inventent une diversité de métiers, de fonctions, qui mettent en place des solutions de stockage des aliments, de conservation des aliments, qui mettent en place des hiérarchies, etc. Point de suspension, ça finit par l'Empire romain. Alors, au passage, ils inventent les dieux, tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, etc., etc. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'une transition nous renvoie donc à un changement civilisationnel, et un changement civilisationnel est avant tout, un changement d'ordre culturel. Et je me permets d'insister là-dessus, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui s'est dit, et puis j'ai senti qu'on revenait souvent sur le consommateur, et que là il y avait quelque chose peut-être d'un peu névralgique, un consommateur qu'on a un peu tous tendance en France à penser comme l'objet passif des pubs du marketing, et qui finalement se pliera au système. En prospective, on n'y croit pas à ça. On n'y croit pas parce que, confère Saint-Exupéry, le futur ne se prévoit pas, il se construit. D'une certaine manière, j'évite la réponse à votre question, je n'en sais strictement rien de ce que sera l'alimentation demain. Mais qu'est-ce qu'on sait un peu à ce propos-là? Déjà, on sait que les modes de consommation sont très dépendants des idéologies du moment. Dans les années 50, on sort des privations. Donc bien manger, c'est manger beaucoup, en grande quantité, et des plats riches, et si possible à base de viande, pour que ça donne de la force. On arrive dans les années 70, pardon, je vais trop vite, on arrive dans les années 60, idéologie du progrès, la technologie va tout résoudre et Moulinex va sauver la femme, si j'ai bonne mémoire, on va libérer la femme. Et à ce moment-là, mais qu'est-ce qui est commode? Ce sont les boîtes de conserve. Et on commence à manger du cassoulet en boîte, du couscous en boîte, des raviolis en boîte. Malheureusement, j'étais un enfant élevé dans ces années-là. Je n'ai pas toujours bien mangé dans mon enfance. Et ma mère était une piètre cuisinière. Et puis, arrivent les années 70. Et là, on parle de la nouvelle société.
on parle de la nouvelle société et émerge la nouvelle cuisine. Et donc, il faut que les légumes soient craquants, que les choses soient en faible quantité, et c'est cela qui se développe dans les modes de consommation. Les années 80, on est dans la mondialisation, on est dans la cuisine du monde. Et donc là, c'est la bouffe rapide qui se met à se développer dans ces années-là. Années 90, crise de la vache. Et donc là, un début de prise de conscience partagée que la question des modes de production peut avoir une influence très forte sur les questions de santé qui étaient évoquées tout à l'heure par monsieur à juste titre. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que l'évolution des modes de consommation va énormément dépendre des utopies dominantes. Et je dirais des différentes trajectoires que va ou peut emprunter le monde. Je le fais vite, hein. Ça c'est le Reader's Digest des trajectoires. En gros, vous avez une trajectoire technolibérale qui est à l'œuvre dans le monde entier, hein, qui s'est légèrement renforcée dans sa visibilité depuis quelques mois, dans un premier temps en Argentine, puis dans un deuxième temps aux États-Unis. Et puis, vous avez, on va dire, une tendance qu'on pourrait appeler pro-humaine. Pro-humaine, défense des droits de l'homme, valeur de l'humanisme, qui est encore un courant agissant relativement fortement. Et dans ce courant-là, la question de l'alimentation n'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une question sociale. Dans la phase amont, dans les moments de production, dans les moments de transformation, qui produit, qui extrait, qui transforme, comment ça arrive sur ma table, à qui ça profite, mais aussi, est-ce que ce mode d'alimentation contribue ou non à renforcer un bien-être social, ce bien-être social n'étant pas abstrait, il se joue à l'échelle de chacun des territoires. De ce point de vue-là, c'est une toute petite parenthèse, toutes les démarches de monnaie locale ont énormément servi à certains endroits la mise en place de systèmes alimentaires de proximité, s'appuyant sur des produits bio, des circuits de distribution courts, sachant que là, tout à chacun, dans les consommateurs, ont une parfaite connaissance de toute la chaîne qui va de la production jusqu'à l'assiette, voire jusqu'à la poubelle et le traitement des déchets. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, deux tendances majeures, et pour faire vite, vraiment très vite, il y a trois utopies en ce moment, qui sont en train de s'affronter très très durement à l'échelle de notre pays, mais à l'échelle mondiale. Il y a l'utopie écologique. L'utopie écologique, prendre soin de la planète et des autres, renouer une relation vivante. J'attire votre attention que contrairement à une idée reçue de gens engagés sur cette question, cette utopie prend de plus en plus d'importance, pas forcément dans le bulletin de vote, mais dans les pratiques de consommation. Et une étude passionnante qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès pour la CGT fin 2023, qui montre comment les pratiques de consommation et donc les pratiques alimentaires sont beaucoup plus soucieuses des questions de traçabilité des produits, de qualité environnementale, tant en termes de santé que d'impact sur l'environnement. Et puis vous avez une deuxième utopie qui est l'utopie sécuritaire. Cette utopie sécuritaire, elle se met quelquefois en alliance avec certains volets de l'utopie écologique. Puisqu'on va faire tout ça pour protéger notre santé. On va faire tout ça pour protéger des travailleurs. Alors ça renvoie à ce qui se disait dans la première table ronde, sur les messages clés que l'on fait passer. Moi je le résume en disant, est-ce qu'on est
sur une approche des messages, on va dire déficitaire, on comble un manque, on empêche un dysfonctionnement, ou si on est sur des messages capacitaires. On peut dire, oui, vous protégez votre santé, mais on peut dire aussi, vous rendez service à telle et telle personne qui vivent à tel et tel endroit. Alors, comme bien souvent, ceux qui font les messages sont plutôt dans un paradigme très individualiste, ils ne croient pas que ça peut convaincre. Mais c'est complètement faux par rapport à l'état majoritaire des mentalités. Ça a énormément bougé à la fin du siècle dernier et ça bouge encore fortement depuis le début du siècle. Et puis, vous avez l'utopie technolibérale. Et cette utopie technolibérale, elle est dans une approche très fonctionnaliste, elle est dans une approche de rentabilité. Débat très intéressant dans la table ronde juste avant sur un modèle comptable, mais en fait très peu sur un modèle d'économie et d'économie politique. Je n'ai pas répondu à votre question sur ce qu'on mangera dans le futur. Il y a plusieurs scénarios sur la table. Pour simplifier, il y a le scénario tendanciel. Nous aurons une industrie agroalimentaire toujours très puissante, avec du grain machine dans tous les sens, avec très peu d'effets positifs sur l'environnement. Il y a le scénario de gestion des risques. Un scénario de gestion des risques, c'est quoi? On se centre sur les problèmes. Le scénario de gestion des risques, je ne mets personne en cause. En gros, c'est le scénario dominant des politiques publiques en France. Il y a un problème, on se centre dessus, mais on ne va pas forcément travailler en amont sur les causes du problème. Scénario de gestion des risques aura des effets très marginaux. Il y a un scénario, je dirais, de rupture et de rupture positive, mais ça risque de relancer d'autres questions, mais là, il faut qu'on aille creuser profond. Et creuser profond, c'est quoi? C'est notamment revisiter notre conception de l'économie pour, je dirais, réanimer une approche d'économie politique, au sens où les Grecs parlaient d'économie. L'administration du bien commun. C'est de ça dont nous parlait l'économie. Vous avez à aborder dans ce cadre-là les questions des métiers. J'ai travaillé sur la conception d'un pôle d'agriculture urbaine sur les Hauts de Bayonne. On peut imaginer des tas de choses, mais les savoir-faire nécessaires n'existent pas, globalement. Sauf dans le champ de l'insertion par l'activité économique. Parce que l'IAE est engagée sur ce type de démarche depuis 30-40 ans pour certaines de ces organisations, et sans qu'ont été formalisés des référentiels métiers, il y a des savoirs qui ont été accumulés dans ce champ. Et puis, il faudra se poser la question, je dirais, de l'éducation. Il faudra se poser la question de l'éducation, parce que moi j'ai tendance à dire que le problème majeur du XXIe siècle, c'est pas la question de la planète qu'on laisse à nos enfants, mais des enfants que nous laissons à la planète. C'est-à-dire que si nous les éduquons comme nous avons été éduqués, ils n'auront pas un usage plus critique des technologies que nous avons eues, et ils ne sont pas dans une responsabilité environnementale bien accrue. Et ça veut dire qu'on se met dans une dynamique apprenante, parce que c'est la première fois qu'on a à faire ça. Je le vois quand on analyse de près des programmes d'apprentissage de la transition écologique. Il y a des tas de questions auxquelles on n'a pas encore un embryon de réponse. Je ne sais pas si j'ai un tout petit peu éclairé votre question.